Le Liban a un nouveau gouvernement dominé par le Hezbollah et ses alliés. Il a fallu 5 mois à Najib Mikati pour former ce gouvernement. Tout le monde pensait que la tâche était presque impossible. Et voilà qu'à la surprise générale, l'annonce de la formation de ce nouveau cabinet est tombée hier. Le président syrien Bachar el-Assad a été le premier à féliciter Najib Mikati. Alors quel rôle la Syrie, ancienne puissance tutélaire, a-t-elle joué dans cette affaire? Bachar el-Assad, en difficulté, on le sait, dans son pays, peut compter aujourd'hui sur ce gouvernement au Liban. Comment compte-t-il jouer de cette influence? Et alors que le tribunal spécial pour le Liban, chargé de juger les assassins de Rafik Hariri, devrait bientôt rendre son acte d'accusation, le nouveau gouvernement libanais va-t-il coopérer alors que des membres du Hezbollah pourraient être accusés? Je vous présente tout de suite nos invités. Ali Nasreddine, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-libanais, membre de la coalition du 14 mars de Saad Hariri, qui est aujourd'hui donc dans l'opposition. Avec nous, en direct de Beyrouth, Simon Abiramia, bonsoir. Vous êtes député aouniste, proche donc de Michel Aoun, qui est le responsable du courant patriotique libre, dont la formation participe à ce nouveau gouvernement. Vous êtes responsable des relations internationales. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée, spécialiste évidemment de la région. Et puis Marc Ravetz, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, journaliste à France Culture et vous avez notamment couvert la guerre au Liban. Et dans ce gouvernement, eh bien, la majorité des postes ministériels, je vous le disais, ont été attribués au Hezbollah et à ses alliés. Ce même Hezbollah qui a fait tomber en janvier dernier le gouvernement de Saad Hariri. Natacha Veitchnitz et Christophe Danset reviennent sur ce nouveau gouvernement en images. On regarde. Mohamed Najib Mikati, Premier ministre. Samir Mokbel, vice-premier ministre. Une liste de 30 ministres pour laquelle il aura fallu près de 5 mois de tractation. 11 d'entre eux sont des proches du président Slimane, du Premier ministre Mikati ou du leader druze Walid Jumblat. Mais la majorité est issue des rangs du Hezbollah ou de ses alliés. Le nouveau Premier ministre assure que cela ne changera pas la politique du Liban. Ce gouvernement ne prendra pas de décision radicale concernant le Liban. Le Liban a toujours eu de très bonnes relations avec la communauté internationale. Nous voulons maintenir la stabilité dans le pays. Nous voulons créer de la prospérité économique. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Mais les désaccords sont encore nombreux. À peine nommé, le ministre d'État, le druze Talal Arslan, a démissionné. Par ailleurs, la formation de l'ancien Premier ministre Saad Hariri boycotte le gouvernement, ce que regrette sur notre chaîne le nouveau ministre des Finances. Ce n'est pas le meilleur gouvernement parce que tous les Libanais ne sont pas représentés. Nous traversons une période difficile et nous aurions voulu que tout le monde participe à ce gouvernement. En janvier dernier, le Hezbollah et ses alliés avaient quitté le gouvernement pour protester contre le tribunal spécial pour le Liban, une instance de l'ONU que désavoue le Hezbollah. Le parti chiite s'attend en effet à ce que les juges l'accusent de l'assassinat de Rafik Hariri. Pour l'instant, la position du nouveau Premier ministre est floue à l'égard de ce tribunal, qui sera de toute évidence un point de discorde dans son gouvernement. Voilà, et on va tout de suite partir à Beyrouth où l'on retrouve Simon Abiramia. Bonsoir, je le disais, vous êtes un député proche de Michel Aoun, les aounistes qui participent donc à ce nouveau gouvernement. D'abord, première question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être à la solde du Hezbollah? Tout d'abord, j'ai un petit rectificatif à faire. Quand vous dites que c'est un gouvernement fait de Hezbollah et de ses alliés, je tiens à vous dire qu'il y a seulement 2 ministres de Hezbollah et 10 ministres de notre formation, donc 10 ministres aounites. Donc je crois que vous pouvez dire plutôt un gouvernement aouniste avec ses alliés, y compris le Hezbollah. Écoutez, le Hezbollah, c'est un groupement politique libanais. Il a une opinion publique assez large au sein de la communauté chiite. Ils ont participé à la libération du territoire libanais contre l'occupation israélienne. Je sais que ce mouvement est diabolisé en Europe et en Occident. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu des preuves concrètes d'une implication en quoi que ce soit de ce mouvement dans des attentats et des actes terroristes dans le monde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du sang, versé du sang pour libérer notre territoire de l'occupation israélienne. Donc pour nous, on prend le Hezbollah comme tous les autres mouvements politiques. Ils ont leur popularité, ils ont des députés et à partir de là, on travaille en fonction de ces données-là pour la réconciliation nationale entre tous les mouvements politiques libanais.
Le Hezbollah, on le rappelle, qui est quand même considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Ali Nasreddine, vous soutenez la coalition du 14 mars de Saad Hariri. Vous avez refusé de participer à ce gouvernement. Pourquoi ? D'abord, moi aussi, je voulais rectifier un petit peu. Moi, je suis ici en France. C'est vrai que j'appartiens à 14 mars ici en France. Et ce n'est pas à moi de dire pourquoi Saad Hariri, au 14 mars, a refusé de participer dans le gouvernement. D'autre part, j'ai entendu qu'est-ce que mon ami Simon Aboulamia il a essayé de dire. Je suis avec lui dans une seule chose, que je saluais aussi le sang qui était versé par les combattants de Hezbollah au sud du Liban pour libérer le Liban. Mais ce n'est pas là notre débat. Notre débat, ce gouvernement-là. Ce gouvernement, après 5 mois, on sait très bien que ce n'est pas un gouvernement indépendant, ce n'est pas un gouvernement c'est les Libanais qui sont les décisionnaires dans ce gouvernement. C'est un gouvernement, à mon avis, irano-syrien, représenté par des Libanais. Bon, c'est une chose. La deuxième chose, je ne comprends pas comment ce gouvernement-là, peut faire face à toutes les échéances dans les jours qui viennent. Le tribunal international, le problème financier des banques, l'état économique de Liban, tous ces problèmes-là, je ne comprends pas comment un gouvernement comme ça, il peut faire face si ce gouvernement, un jour à l'autre, il sera opposé par la plupart du monde. Et en même temps, il a, M. Abiramia, il a dit que c'est le gouvernement de général Aoun avec ses alliés, que Hezbollah il a que 2 postes ministériels et que le parti de Michel Aoun en a 10. Permettez-moi de dire que ça, il peut dire ça sur le plateau, mais dans la vérité, c'est Hezbollah qui contrôle le gouvernement, c'est Hezbollah qui a formé ce gouvernement, parce que le président Mekrati, quand il était allé dernièrement à Abda, chez le président Sleiman, et il a eu dans sa poche une liste de ministres et de ministères désignés par les deux. Et parce qu'ils n'ont pas pu arriver mais ici, c'est que je peux continuer de 2 secondes. Dernière minute, président Berré arrive, et voilà, tout échange, et le gouvernement était formé tel qu'il est, parce qu'il a reçu l'ordre, je ne veux pas dire le feu vert, il a reçu l'ordre du président Assad, il faut que vous formez le cabinet, il faut que vous formez le gouvernement. Jean-Paul Chagnolot, c'est un gouvernement contrôlé aujourd'hui par le Hezbollah, même s'il n'y a que 2 ministres du Hezbollah et 10 portefeuilles qui reviennent au Hanouinis. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement qui est contrôlé aujourd'hui par le Hezbollah, et si oui, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Vous avez beaucoup de questions. Moi, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce qui vient de se passer du reste, c'est-à-dire et puis de la révolution du monde arabe. C'est pas il était une fois la révolution, c'est vraiment la révolution aujourd'hui. Et ce qui se passe en Syrie est tout à fait essentiel, bien entendu. Et donc il y a forcément des facteurs exogènes qui expliquent cela. Le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste au sens intellectuel du terme, où un politiste ne dirait pas ça. Quand les Américains disent cela, c'est une décision politique. Mais il est clair, et on entend bien à travers ce qui vient d'être dit, que le Hezbollah est en situation de force, et dans un rapport de force très favorable, et il est très allié de la Syrie. À partir de là, il est bien évident que ce gouvernement, je ne sais pas s'il est contrôlé par le Hezbollah, mais en tout cas, on va dire que le Hezbollah y exerce une très forte influence. Et le grand défi de M. Mikati, finalement, c'est d'être capable de faire ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire, nous allons avoir un gouvernement pour tous les Libanais. Je ne suis pas
il n'a pas dit ça en ces termes, l'otage du Hezbollah, et on verra tout de suite, il y a 2 dossiers qui vont apparaître immédiatement, et on aura une réponse très concrète à votre question. C'est quelle position ce gouvernement va prendre sur le tribunal spécial du Liban, première chose, et deuxième chose, quel va être le vote de l'ambassadeur libanais au Conseil de sécurité sur une résolution venant peut-être de la France, qu'elle essaie de négocier en ce moment, qui va condamner ce qui se passe en Syrie. Et là, on aura la réponse à votre question. Moi, je fais l'hypothèse, évidemment, que ce gouvernement va être très vite phagocyté par le Hezbollah. Marc Ravetz, avant de donner la parole, je voudrais que Simon Abiramia réponde à cette question. Est-ce que ce nouveau gouvernement est parrainé par la Syrie? Écoutez, M. Nasreddine, je l'ai entendu, qui est un ami que je salue d'ailleurs sans le voir parce que je n'ai pas d'écran devant moi. M. Nasreddine connaissait et connaît notre historique, nous, le mouvement du général Aoun. Nous avons lutté pour la souveraineté, l'indépendance et la libération du Liban de l'armée syrienne. Nous avons toujours eu cette attitude souveraine. Aujourd'hui, nous prenons d'excellentes relations avec la Syrie voisine sans interférer dans ses affaires internes. Et on permettra à personne, en tout cas pas avec nous, aounistes, ni à la Syrie, ni à l'Arabie saoudite, ni à la France, ni à n'importe quel autre pays, d'intervenir dans nos affaires internes. C'est une attitude dans notre comportement politique stable, constante, malgré tout ce qu'on peut répéter sur les plateaux de télé, malgré tout ce qu'on raconte. Nous sommes les souverainistes de ce pays. Donc moi, je peux vous dire une chose. La Syrie, c'est le seul pays arabe voisin du Liban. Sûrement, il y a des interconnexions en termes d'intérêt entre les 2 pays. C'est comme entre la France et l'Allemagne. Tout simplement, il faut tracer une barrière entre nos 2 pays dans le sens du respect des affaires, de ne pas interférer dans les affaires de chaque pays. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes sûrement affectés par tout ce qui se passe en Syrie. Comme je disais tout à l'heure, c'est le seul pays voisin du Liban arabe. Et en plus, vous savez, nous sommes en Orient. Donc il y a des sunnites, des chiites, il y a des chrétiens, des juifs, tout ça. Il faut malheureusement parler toujours avec ces termes-là quand on traite la politique et la géopolitique dans ce monde. Eh bien, tout ce qui va se passer dans la Syrie, tout ce qui va se passer en Jordanie, tout ce qui va se passer en Arabie saoudite, en Égypte, tout ça, ça aura toujours des conséquences sur tout le monde arabe. À partir de là, nous sommes effectivement concernés par ce qui se passe là-bas. Marc Ravetz, est-ce que vous pensez que le président Assad a fait pression pour accélérer et pour que ça aille vite, pour qu'on ait très rapidement un gouvernement libanais, lui qui est en difficulté dans son propre pays et qui peut donc compter sur cet allié aujourd'hui au Liban? Écoutez, pression, je ne sais pas. Disons que on pourrait essayer de répondre tout simplement à la question pourquoi il a fallu 5 mois pour en arriver là et pourquoi maintenant. En gros, c'est tout de même pas un gouvernement exceptionnellement brillant dont on se dit tiens, enfin le Liban, alors ça aurait valu le coup d'attendre, enfin le Liban va avoir un gouvernement alors, dont on pourrait discuter la composition, mais dont on se dit voilà, ils vont prendre en charge les affaires libanaises dans un moment où le Liban aurait un message formidable à porter dans ce printemps ou ces révolutions arabes. On n'en est pas du tout là. Ce gouvernement arrive très précisément à un moment où la Syrie a désespérément besoin d'avoir un outil pour faire quelque chose au cas où. Alors le cas où, on ne sait pas très bien de quel cas il s'agit. La Syrie est en énorme difficulté. Quelle que soit la violence, la cruauté avec laquelle les manifestations en Syrie sont réprimées, je sais qu'il y a beaucoup d'opinions pessimistes en disant finalement tout va rentrer dans l'ordre. Mon opinion est qu'on est entré, du point de vue de ces révoltes arabes, quels qu'en soient les aléas, et il y aura probablement des aléas très cruels et très durs, on est entré dans une phase irréversible. Ce qui se passe en Syrie depuis les premières manifestations à Darin, ça fait quand même maintenant plusieurs semaines, ne s'était jamais produit. Jamais de cette ampleur. Et en effet, on n'avait pas imaginé que Bachar el-Assad, comme son père, tirerait à vue ou ferait tirer à vue sur les foules. Bon, il le fait, d'accord. Mais on ne recommencera pas comme dans les années 80 où en effet un silence pesant permettait d'accueillir tout ça. Et donc, pour que le président Bachar el-Assad garde le contrôle du pouvoir, il a besoin de pouvoir jouer sur des cartes troubles, comme ça a toujours été le cas avec le pouvoir syrien. Et en gros, je ferai un lien, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues autour de ces micros, moi je ferai un lien avec les manifestations qui ont eu lieu sur la frontière israélo-syrienne il n'y a pas si longtemps.
il est juste, il est légitime que les réfugiés viennent sur la frontière pour dire, voilà, on veut un jour que notre problème soit résolu. D'accord, les réfugiés palestiniens. À ceci près, qui a été, je crois, fortement remarqué, c'est que jamais dans l'histoire, depuis qu'il y a des accords de cessez-le-feu ou des accords de désengagement entre la Syrie et Israël, jamais l'ombre d'une pantoufle palestinienne n'a pu s'approcher à 30 km de cette frontière. Et là, ça se fait. Maintenant, on va avoir... qu'il y a une manipulation là du pouvoir syrien qui a poussé ces Palestiniens si le sur le pouvoir plateau du syrien Golan. ne l'a pas organisé, en tout cas, il l'a toléré, au minimum encouragé, ce qui était impensable. Ça ne délégitime pas pour autant la revendication des réfugiés palestiniens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui se joue à Beyrouth, on se retrouve devant les très vieilles recettes. Jean-Paul Chagnollo ne me démentira pas. On a l'impression de revivre toujours un peu le même film. Devant les très vieilles recettes du pouvoir syrien, quand il est aux abois, c'est j'ai une carte à jouer sur la frontière israélienne, j'ai une carte à jouer au Liban, et je pourrais toujours dire à ceux qui voudraient voter des résolutions qui me sont défavorables, attention, ne jouez pas avec le feu, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux, par exemple, rallumer un peu les flammes au sud du Liban, il suffirait de laisser passer un peu plus d'armes. Certes, le Hezbollah est très puissamment armé, mais ils auront besoin de se ravitailler. Et quand la Syrie a envie de jouer ce jeu-là, on a vu qu'elle en était capable. Je peux ranimer quelques foyers de lutte confessionnelle à Beyrouth. Pourquoi non ? J'ai su le faire, je saurais encore le faire. En tout cas, on peut brandir cette menace. Et je pense que la formation de ce gouvernement, qui est tout de même un gouvernement très bizarre, on a l'impression d'être 20 ans en arrière. Je donne acte que c'est aux représentants du général Aoun. Oui, bravo, il y a 10 aounistes, il y a 18 ou 19, il y a 2 ministres Hezbollah, mais il y a 18 ou 19 alliés du Hezbollah à l'intérieur qui... D'accord. Il y a 12 séides du président Sleiman qui auront peut-être une minorité de blocage pour faire semblant de dire, mais on sait très bien que ce n'est pas un gouvernement, qu'il est totalement indexé sur le sort du gouvernement, du pouvoir syrien. Du pouvoir syrien. Jean-Paul Chagnollo, pour nos téléspectateurs, le Hezbollah, ce sont des fondamentalistes chiites, ça nous fait penser à l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer demain que le Liban devienne ce qu'est aujourd'hui l'Iran ? Non, je crois que c'est un monde complètement différent. Le Liban, c'est un foisonnement extrêmement différencié de communautés sunnites, druzes, chiites, chrétiennes elles-mêmes, très, très diversifiées. Donc je crois que c'est pas en ces termes que ça peut se poser, sauf que l'acteur majeur, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir X ministre du CPL, mais la réalité pesante à tous égards du pouvoir, c'est évidemment le Hezbollah. Et en plus, c'est le seul qui a les moyens en armes, on l'a vu il y a 3 ans, en 2008, pour imposer ce qu'il veut. Donc on peut avoir ici un acteur qui relaye une stratégie qui est liée à celle de Téhéran, qui est liée à celle de Damas, tout en prétendant, moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec des responsables du Hezbollah, tout en prétendant, et je crois que c'est pas faux, d'être d'abord des Libanais, quoi, une espèce de jeu très subtil entre la réalité de leur appartenance, je parle du Hezbollah, à ce qu'on va appeler l'arc chiite, si ça a un sens, et je crois que ça en a un, et la réalité de l'ancrage, qui est l'autre aspect de la culture du Hezbollah, qui est l'ancrage au Liban. Bon, mais je pense, pour revenir un peu à ce qui vient d'être dit par Marc Ravet, je pense que nous sommes aujourd'hui forcément dans une approche qui doit prendre en compte la configuration régionale et ce qui se passe. Je parlais de la révolution tout à l'heure, c'est bien évident que c'est pas par hasard, à mon avis, sous réserve d'informations plus précises, que le gouvernement se forme dans ces conditions-là, avec ces rapports de force-là, au moment même où le régime syrien est en très grande difficulté, c'est bien clair. Et on a aussi le sentiment qu'ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe, et c'est pour ça que je suis assez pessimiste. Je ne crois pas que ce gouvernement de M. Mikati pourra aller très loin, parce qu'il va générer des contradictions très fortes qui risquent de lui poser bien des problèmes assez vite. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien. On va se retrouver pour la deuxième partie du débat, consacré donc ce soir au Liban, le nouveau gouvernement libanais qui est dominé donc par le Hezbollah, et je voulais dire ses alliés, mais maintenant j'ai un petit doute, si j'écoute Simon Abiramia en tout cas. Dites que c'est une alliance entre le CPL et le Hezbollah. Voilà, entre le parti de Michel Aoun et... avec ses alliés. Avec Hezbollah et ses alliés. Et ses alliés. Avec Michel Aoun et ses alliés. Et se pose donc aujourd'hui la question de ce que va devenir le tribunal spécial pour le Liban, qui est chargé, vous savez, de juger les assassins de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais qui a été assassiné en février 2005. On en parle avec nos invités dans un instant.